Donc oui, aujourd'hui on va parler framework, une plétude. On a rajouté Svelte récemment parce que ça continue à avancer. On va parler JavaScript, on va parler framework, on va parler stack, on va parler pas mal de choses. Mais surtout JavaScript. Donc moi c'est Nathan Damy, je travaille chez Zenica depuis 3 ans maintenant. Aurélien, je travaille chez Zenica depuis 4 ans. Donc on entend parler de framework, Vue, Angular. Dans les couloirs, j'ai entendu citer 1000 fois le mot Angular ou React. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on sait vraiment tout de JavaScript? Est-ce qu'on sait utiliser JavaScript? Est-ce qu'on prend les bonnes décisions? On va regarder ça un peu ensemble. Donc quand on parle de JavaScript, déjà, est-ce qu'on connaît tous les côtés trop cool de JavaScript? Si je prends un petit exemple simple, qu'est-ce que ça peut faire ça? Je vous laisse 4 secondes pour réfléchir un petit peu au résultat qui va être sorti. Voilà, normalement, vous l'avez trouvé. 1 plus 1, 2. Jusque-là, pas de souci. On va rentrer dans la parenthèse. 1 plus true, ça va changer automatiquement de type. Du coup, true sera transformé en 1, ça va faire 2. Ensuite, on va avoir un plus sur un tableau. Donc ça sera automatiquement, le tableau va être changé en string de caractères parce que c'est un tableau vide. Du coup, ça ne sera pas un plus, ça sera un opérateur de concaténation. Du coup, ça va juste changer la chaîne 2 en chaîne de caractères. Du coup, tous les plus d'après ne seront pas des opérateurs de calcul, mais des opérateurs de concaténation. Donc ça va juste concaténer tous les résultats. Pareil pour le tableau 20. Du coup, ça sera une chaîne de caractères 20. Et à la fin, on va avoir un moins. Du coup, on va rechanger la string en numérique. Et du coup, on va quand même avoir un numérique à la fin. Ce n'est pas un code qu'on va écrire tous les jours dans notre application professionnelle. Ce n'est pas un code métier super intéressant. Mais il y a quand même pas mal de concepts qui sont intéressants à savoir. Si on avait juste mis un plus 2 à la fin, on aurait eu une string. Et si dans la suite de l'algo, on aurait eu des choses totalement déconnantes. Donc on a vu les types conversion, les types inférence, l'autoboxing, les opérateurs de comparaison. Si je prends un autre exemple qui est un peu farfelu, celui-ci, un peu moins d'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait ce que ça va faire? Si je vous dis que ça fait nan, vous comprenez ou pas? Parce qu'en fait, il y a une petite subtilité à ligne 5. Foo, c'est pas un égal à un objet, c'est un 2 points. Du coup, le foo ici n'est pas un nom de variable, c'est un label suivi d'un bloc d'exécution. Du coup, en fait, foo.base, ça sera undefined, et undefined plus un nombre, ça fera nan. Donc les blocs, les labels, ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude d'utiliser en JavaScript, mais c'est important de savoir que ça existe, savoir quand est-ce qu'ils sont utilisés. Dans une fonction for, par exemple, ça va être un bloc d'exécution dedans. On va pouvoir définir des labels, ça n'a pas trop d'utilité. Dans une boucle for, on pourrait typiquement faire un goto, donc réussir à sortir de la boucle ou rentrer dedans. Vous n'avez pas envie de faire des goto dans votre application, donc ne le faites pas, c'est bien. Mais c'est intéressant de savoir qu'en JavaScript, ça existe. Donc je disais label, code. Mais tout ça, c'est du JS, donc normalement, on le sait déjà. Avant de choisir un framework, on sait déjà le langage dans lequel on code. Un petit dernier, parce que celui-là, je l'aime bien. 0 plus 1 plus 0 plus 2 égale 0,3. Ça paraît évident. Bah non, c'est faux. En JavaScript, ça va faire 0,3000004. Dû à la norme IEE 754, qui est une norme d'arithmétique, je l'ai noté, à virgule flottante. J'arrive jamais à retenir ce truc-là. Et c'est juste un standard, le JS a été codé sur cette norme-là, et du coup, en fonction des nombres, il va y avoir des virgules flottantes, et du coup, on va avoir des résultats un peu bizarres. Sur celui-là, ça va marcher, et sur celui-là, ça ne marchera pas, mais dans le sens inverse. Il faut juste le savoir que quand on fait des opérations arithmétiques en JavaScript, il faut quand même faire gaffe à ces types. Si vous avez une application bancaire, et que vous faites des trucs comme ça ne va pas très très bien se passer. Donc vérifiez bien, faites des floors, des maths, ou des choses comme ça. Du coup, là, on a vu qu'il y a pas mal de choses qui sont très basiques dans JavaScript, qu'on est censé connaître, une fois de plus, avant de choisir un framework, qu'on utilise tous les jours et que parfois, on n'arrive pas forcément à comprendre. Il y a aussi toutes les notions de ECMAScript 2015 qui sont nouvelles, qui sont très cool à utiliser, qu'on trouve dans beaucoup de frameworks, dans beaucoup d'exemples de code sur Internet. Petit exemple, on a le REST et le spread operator, que beaucoup de gens utilisent. Clairement, c'est quelque chose qui est arrivé avant d'arriver dans JavaScript, qui existait en React, qui permettait de pouvoir déstructurer un objet. Par exemple, là, on va éviter de, dans notre composant, spécifier l'attribut x, y, z. On va juste pouvoir déstructurer notre objet props sur notre composant. C'est des choses super sympas qui fonctionneraient et qu'il faut comprendre avant de l'utiliser. On a aussi le principe des promesses et des fonctions fléchées. Donc les promesses, c'est vrai que c'est tout ce qui est monde asynchronisme, déjà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre en JavaScript avant de l'utiliser.
Et on a aussi du coup, les fonctions fléchées. Donc les fonctions fléchées qu'on va retrouver fortement dans les promesses. C'est super sympa, ça rend le code beaucoup plus lisible, mais derrière, il y a vraiment un intérêt à cette utilité. Donc là, dans mon exemple de code, dans ma fonction fléchée, dans le dernier bloc, Zen, je ne vais pas recréer de scope. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir accéder directement au this du scope parent, donc là, dans ma fonction getUser. Donc le this.user qu'on aura dans le Zen, ça sera quelque chose qu'on pourra réutiliser au-dessus. Ça, c'est un concept à bien comprendre. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des fonctions fléchées parce que c'est joli, mais derrière, il faut faire attention à ce niveau de scope qu'on recrée ou on ne recrée pas. Ou souvent, on entend aussi une fonction fléchée, c'est trop cool, ça bind le this de l'appelant. C'est totalement faux, ça ne va pas binder le this, c'est juste que ça ne va pas redéfinir de contexte. Donc typiquement, si dans la fonction fléchée, on essaie d'accéder à l'argument, enfin aux arguments, l'argument qui s'appelle arguments, qui récupère tous les arguments, bah, il n'existe juste pas en fait, parce qu'il n'a juste pas de contexte. Donc c'est des petites subtilités à bien connaître quand on utilise les arrow functions ou des concepts comme ça. Il faut faire attention. Alors, autre petite chose sympa, les proxys. Donc, c'est des choses qui existent en JavaScript, un proxy. C'est super sympa. On vous montrera après dans live coding un cas d'utilisation. Donc, ça permet de créer un template de getter, setter réutilisable. Donc, on va imaginer qu'on a un objet avec plein de clés. Ici, on a un objet P qui a une clé A et une clé B, qui a la valeur 1 et undefined. Et sur cet objet, je vais appliquer un proxy avec un handler. Et on va pouvoir gérer le cas où, quand je vais accéder à une valeur qui est undefined, je veux forcément retourner la valeur 37. Là, le cas de l'exemple, il n'y a pas vraiment... c'est pas un exemple que vous allez forcément dire « Ah, je vais l'utiliser demain au travail, c'est trop cool ». Moi, on va vous montrer un truc sympa juste après. Il faut savoir que ça existe. Dans un handler, il a dit getter, setter, mais on peut aussi redéfinir en fait, toutes les fonctions du prototype. Donc on pourrait utiliser un handler pour plein d'objets différents, pour avoir des comportements génériques. Les proxys, on peut faire des choses ultra complexes avec. On les voit rarement utiliser, mais il y a vraiment des cas d'utilisation qui sont très cool. Et les frameworks, typiquement, en utilisent beaucoup. Donc tout ce qu'on vous a montré avec Nathan, c'est des choses qu'on est censé savoir, que ça existe, de savoir les utiliser, vu qu'on utilise des frameworks. Et du coup... On vous fait abstraction de CMAScript 2016, 2017 et des choses qui sont en train d'arriver, même s'il y a des choses super cool qui sont en train d'arriver. Je pense aux Elvis Operator qui vont être super cool aussi. Les frameworks. Donc les frameworks, pareil, quand on arrive sur un projet et qu'on doit choisir quel framework utiliser, on ne sait pas. On commence à regarder un peu sur Internet, on regarde les benchmarks, on regarde des articles Medium, des multitudes de floppés d'articles, mais il n'y a pas de bons ou de mauvais frameworks. Ils ont tous leurs spécificités. Si jamais vous considérez qu'un framework est mauvais, c'est juste que vous n'avez pas trouvé le cas d'utilisation où il était plus pertinent qu'un autre. Ou alors que c'est un truc fait à la mano par un mec dans son garage, mais bon, ça, on n'en parlera pas. Et du coup, on regarde un petit peu tous les articles, pourquoi, comment et tout. Donc j'ai pris quelques titres d'articles que j'ai juste tapé sur Google, Why how to choose a framework, que je crois que j'avais tapé, et j'ai regardé un petit peu tous les titres pour voir un petit peu qu'est-ce qui se dégageait. Donc quelques indices pour choisir le meilleur framework pour votre projet. Déjà, c'est pour votre projet, donc c'est intéressant, c'est contextualisé. Pourquoi et quand choisir un framework? J'aime bien le quand aussi. Pourquoi est-ce que je devrais utiliser un framework? On commence à se poser la question. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas perdre de temps à choisir un framework? Pourquoi tous les frameworks sont horribles? Plus on avance, en fait, plus on se rend compte que les mecs, ils ont des visions tellement différentes et tellement antinomiques les uns par rapport aux autres sur les frameworks que c'est vachement intéressant de se rendre compte de ça. Et le dernier n'existe pas. Mais j'aimerais bien l'écrire, celui-là. J'ai une petite anecdote. Un professeur en faculté nous avait demandé de faire un site e-commerce, le énième site, après l'avoir fait en Spring, en .NET, il fallait en faire un en JS. C'était juste du front, c'était pour faire un petit peu des animations, tout ça. Et il y a un étudiant qui a demandé monsieur, est-ce qu'on peut utiliser un framework? Donc je dis non, c'est vanilla, on est en cours de JS. Ouais, mais on va devoir utiliser des frameworks dans le futur, c'est bien qu'on en fasse. Ok, d'accord, pas de souci. Par contre, vous comprenez, je connais pas tous les frameworks, donc je vais vous en imposer un, et ça sera vanilla.js. Donc il faut savoir que vanilla.js échappe. J'ai pas de Mac, désolé, je sais pas comment ça marche. Existe. On a déjà été dessus, forcément. Donc il a une belle petite page, on voit bien, une belle petite page de présentation, comme, il est un peu vieillot, mais on retrouve les trucs qu'on avait à l'ancienne quand on choisissait jQuery, on peut choisir ce qu'on veut inclure dedans. Bon, comme je ne sais pas ce que j'ai besoin, je vais tout prendre. Bon, j'ai la flemme de cliquer, du coup, je ne vais pas tout prendre. Je le télécharge. Je l'enregistre.
Et j'ai bien mon petit JS que je vais pouvoir intégrer dans ma page HTML, et du coup, derrière, bah, j'ai toute une documentation de comment récupérer un élément dans un arbre d'homme. On voit qu'il est ultra performant par rapport aux autres. Plein d'autres fonctionnalités, comment faire un hide, comment faire un appel Ajax et tout comparé à jQuery, c'est trop cool. Et quand on l'ouvre, bah, en fait, le fichier, il est vide. Et j'avais adoré ce que le prof avait fait parce qu'il avait juste mis 0 en fait, à tous les gens qui avaient utilisé le framework. Dans le sens où bah, tu utilises un truc, tu sais même pas pourquoi, tu sais même pas ce que ça fait, tu sais même pas comment ça marche, et en fait, tu sais même pas que c'est juste du JS. Tu as utilisé du JS sans savoir que c'était du JS. Et j'adorais écrire cet article-là et raconter cette anecdote-là, ce que je fais aujourd'hui avec vous. Alors, effectivement, il y a pas mal d'articles qui nous aident à choisir notre framework, qui vont nous conseiller dans le choix du framework. En théorie, quand on va arriver dans une entreprise pour choisir un framework, le framework est parfois déjà pris, donc on n'a pas forcément le choix. Mais on va avoir des gens qui vont dire bah, « moi j'ai choisi un framework parce que j'avais des besoins spécifiques, notre scope il a été très précis, on devait partir là-dessus. J'avais quelqu'un dans mon équipe qui connaissait déjà Angular, du coup bah, on va prendre Angular. On va prendre aussi par rapport au point d'intérêt, les gens sont intéressés par ça, celui-là il y a peut-être plus de qualité. On a vraiment plein de points qui vont ressortir et qui vont nous dire on va prendre ce framework-là pour ces raisons. Sauf qu'en réalité, souvent le cas qui arrive, c'est que, bah, comme je vous disais juste avant, on arrive dans le projet, mon client ou mon entreprise, tous les projets sont faits en Angular. Du coup, j'ai pas le choix, je dois arriver et on fait du Angular, sans forcément savoir l'aboutissement de notre projet, où est-ce qu'on veut aller. On a, comme je vous ai dit, quelqu'un qui est dans notre équipe et qui dit bah, « moi je connais Angular, je suis prêt à pousser la solution, on va partir là-dessus ». On prend beaucoup l'exemple d'Angular, mais il y en a plein d'autres. Il y a des gens aussi qui vont dire « oui, mais là on est en train de faire un site et je ne vais pas m'amuser à faire 400 bindings manuellement, à jQuery. Du coup, je vais mettre un framework parce que ça va aller beaucoup plus vite ». Il y a aussi des personnes qui vont dire bah, « moi, voilà, là je vais faire mon CV en ligne, je vais utiliser Angular parce que c'est sympa, puis ça me permettra d'avoir une expérience et puis d'aller travailler et dire « je sais faire du Angular ». Ou un autre framework. Il y a aussi des personnes qui vont après aller à des conférences, ils vont dire « ah, j'ai vu une conférence sur Polymer ou sur le nouveau framework Svelte à la mode, on va faire du Svelte pour le projet, ça a l'air d'être super sympa, et puis s'il y a des problèmes par la suite, on verra pour les corriger, parce qu'au début, on va faire un truc pour s'éclater. » Et il y a le problème des performances, pour dire « ah ouais, le mec a dit que c'était un framework super performant, on va choisir celui-là. » Donc ça, tout ça, c'est des phrases qu'on entend, des choses qu'on vit tous les jours, et qui parfois... bah, on a des problèmes et on n'arrive pas à les résoudre. Du coup, on a d'autres personnes qui vont dire bah voilà, là j'avais choisi un framework, j'ai un problème, je vais aller sur Stack Overflow comme tout le monde, hop hop, je vais trouver ma réponse, et ils vont me dire d'installer telle librairie, de mettre tel framework, et du coup, bah, on a des choix qui sont vraiment imposés, qui ne sont pas forcément réfléchis. Puis comme nous, développeurs JavaScript, on aime bien faire des gros copier-coller et mettre et que ça marche, bah, du coup, sur Stack Overflow, on arrive toujours à récupérer un bout de code de Stack Overflow. Je pense qu'on l'a tous fait. Faut pas se mentir. Alors du coup, comme je vous disais, on va vraiment avoir un choix d'un framework, le choix d'une librairie, le choix d'une structure de code, et ça va venir faire empiler du code, et potentiellement, bah, on va peut-être avoir des problèmes par la suite. Donc, comme disait Aurélien, on va finir en fait pas par choisir un framework, mais par construire une stack. Avec le framework, on va avoir un CLI, avec nos problèmes d'internalisation qu'on ne savait pas comment faire, qu'on a trouvé sur Stack Overflow, on a rajouté une librairie i18n spécifique, on avait un date picker, du coup on a rajouté un truc, et on va commencer à construire un gros méli-mélo de choses qui vont devenir en fait notre stack, et sur laquelle on va devoir vivre avec. Vivre avec, et en plus pas forcément trouver les solutions par Stack Overflow, parce que maintenant on est un peu comme ça, et c'est plus juste Angular. Et aujourd'hui, on a un petit peu ce pattern qui est en train d'émerger. J'ai appelé ça seconde génération framework. Je vous expliquerai après d'où vient le nom. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, des gros noms, Airbnb, Uber, Netflix, LinkedIn, des grosses compagnies qui commencent à pousser en open source leur stack technologique. Ils n'appellent pas ça une stack technologique, ils n'appellent pas ça forcément un framework, mais en gros, il y a le projet GitHub avec tiens, bah, Netflix, il fait ça, c'est forcément la bonne solution, ils savent de quoi ils parlent. Et c'est vrai, ils savent de quoi ils parlent, ils sont carrément meilleurs que nous. Nous, la stack qu'on vient de créer avec nos petits bidouilles, on a vraiment envie de prendre ça pour essayer de concurrencer Netflix. Bon, notre cœur de métier, c'est peut-être pas du streaming vidéo, mais si on a, je sais pas, qu'on est en train de faire Deliveroo et que, en fait, Uber Eats, sur l'uberisation, ils sont quand même plus avancés, il y a peut-être des patterns à récupérer et à regarder, en tout cas, ce qu'eux ont fait, comment l'ont fait,
sur quelles problématiques ils sont tombés et quelles solutions ils ont prises, regarder un petit peu leur doc, lire un petit peu les choix qu'ils ont fait et pourquoi ils les ont fait, ça peut peut-être nous aider à prendre les bonnes décisions dans un choix de framework ou dans la création d'une stack. Oui, je vous mens pas, hein, sur GitHub aujourd'hui il y a plein d'entreprises et on trouve énormément de choses. Airbnb, je pense que c'est le plus parlant. Aujourd'hui dans la stack React, il a fait énormément. Il y a le linter le plus utilisé dans React, je pense, c'est celui d'Airbnb. C'est devenu quasiment un standard pour le framework React. Ils ont une documentation sur le JavaScript qui est juste des bonnes pratiques de base de JavaScript. Donc je dis pas que c'est mauvais, au contraire, c'est même très bien tout ce qu'ils font. C'est juste des bons exemples de code, et si des fois on est un peu perdu, bah, c'est bien de se baser sur ce qu'eux ont fait, parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont du vécu, il y a des personnes quand même super compétentes qui travaillent avec eux. Donc tout ce concept-là, on l'a un peu piqué, en fait on l'a vu la semaine dernière au Devoxx Maroc, par un core contributeur d'Oracle qui expliquait justement un petit peu cette chose-là et ces problématiques aussi que ça engendrait. Donc je vous invite à regarder son talk, ou en tout cas à regarder ce qu'il a écrit par rapport à ça. C'était super intéressant. Tout ça pour dire qu'à la fin, en fait, la seule chose à laquelle on essaye de répondre, c'est des besoins métiers. C'est répondre à une problématique métier, faire du business, faire avancer le métier, gagner de l'argent, en fait, tout simplement. Et ces problématiques-là sont toujours les mêmes. N'importe quel site aujourd'hui a besoin de responsive design, enfin n'importe quel site. Souvent on a besoin de responsive design, on a souvent besoin de sécurité, on a besoin d'accessibilité, d'internationalisation. C'est des problématiques qui existent déjà et qui ont déjà été réfléchies par des gens. Les solutions ont été trouvées et on n'a pas envie de réinventer la roue. En informatique, on sait que si on réinvente la roue, bah, y a des chances que ça soit moins bien que celui d'avant. Donc il faut bien réfléchir, s'inspirer, regarder pour prendre les bonnes décisions. Et du coup, pourquoi choisir un framework? On a toujours pas la là, solution. c'est vrai, comme disait Nathan, on a en entreprise des besoins techniques. La sécurité, clairement, si jamais je regarde, tous les frameworks vous poussent de la sécurité. Tous les frameworks vous poussent du responsive design, l'accessibilité, l'internationalisation. Toutes ces choses-là, on peut les retrouver au sein d'un framework. Du coup, pourquoi au début d'un projet, sachant que je connais que tous les frameworks font la même chose, j'aurais besoin d'un framework? Sachant que pour le moment, peut-être que je suis une petite entreprise, j'ai que 2 développeurs, je suis en mock-poc, et je ne connais pas encore les gens à qui j'ai bossé. Donc je ne sais pas encore les compétences de chacun, les façons que chacun va monter en compétences, et ça va peut-être influencer mon choix sur mon framework. On n'a pas forcément aussi, comme on a une fois de plus en MVP ou en POC, la connaissance de tous nos besoins. On ne sait pas vraiment là où on veut aller. On a aussi le besoin de challenger nos idées, et tout ça, bah, quand on est en mode MVP, c'est compliqué d'avancer, de choisir un framework. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est au début de mon projet, est-ce que c'est là tout de suite que je dois choisir un framework? Est-ce que je dois tout de suite partir sur une solution et essayer de la construire autour et potentiellement avoir des problèmes par la suite? Et la solution à ça, en fait, ça va être de plutôt que commencer avec un choix de framework et s'enfermer sur quelque chose, pourquoi on ne partirait pas sur du vanilla? Comme on a vu avant, on connaît tous JavaScript, on connaît tous les bases du code, comment ça fonctionne, les labels, tous ces trucs-là. Et potentiellement, ça pourrait nous aider à avancer. Sachant que si je reprends un exemple de les besoins techniques que j'ai moi pour mon entreprise, petit rappel, il y a quelqu'un qui avait dit je ne veux pas faire 400 bindings manuellement. Je suis d'accord, on ne va pas faire 400 bindings manuellement dans un code. Mais si on reprend les besoins qu'on a au début d'un projet, ça va être du binding, du templating et du routing. Je vais pouvoir binder dans mon input une donnée, je vais pouvoir remplacer une chaîne de caractères parce que me renvoie le back-office, et je vais pouvoir faire de la navigation avec des pages. Tout ça, c'est des principes et des concepts qu'on retrouve dans tous les frameworks, et c'est pas parce que je veux faire du binding que je vais choisir Vue ou je vais choisir Angular. Du coup, si je me dis j'ai besoin d'un binding sur un projet, pourquoi j'essaierai pas de le coder moi-même pour comprendre comment ça fonctionne et potentiellement avoir des choix à faire? Gagner du temps et retarder la décision jusqu'au moment où on aura vraiment une problématique métier sur laquelle on devra prendre une solution et on aura des frameworks plus ou moins adaptés pour y répondre. Donc comme disait Aurélien, on est au début du projet. Moi j'ai mon designer, on va dire, qui m'a poussé une maquette. Donc j'ai une grande page HTML. Donc si je vous montre à quoi ça ressemble, hop, c'est magique. Voilà, j'ai un petit formulaire avec une petite preview de la carte, tout bien. Mais pour l'instant c'est en statique. On a vu le John Doe, il est hardcodé. Je sais pas où, mais là, value John. Donc moi, mon métier de développeur JavaScript, ça va être de dynamiser cette page.
de dire bah, je vais récupérer l'information d'un web service et en fonction de l'utilisateur qui édite son profil, je vais lui pré-remplir les champs, je vais lui prévisualiser son icône et mon job va commencer. Donc je vais devoir faire ce binding que Aurélien disait et j'ai pas envie de faire un get element by ID input, prends la valeur, mais là, get element by sur les je sais pas combien d'éléments il y a ici. L'image, il faut que je la dynamise, le titre, il faut que je la dynamise, faut que je... tac, 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 il y en a quand même pas mal. Bon, il n'y en a pas 500 comme disait Aurélien, mais il y en a déjà pas mal et ça me fait chier de le faire à la mano. Ça va faire un gros bout de code pas très maintenable en plus. Donc du coup, bah, moi j'aimerais bien faire, comme n'importe quel framework, rajouter des petits bindings comme ça, et puis bah, va prendre l'avatar dans mon fichier JSON, va prendre le premier nom, tu vois, un petit double moustache qu'on a l'habitude de voir depuis Knockout, et que bah, bim, ça marche tout seul, quoi. Je fasse un apply et vite, ça marche. Bah, du coup, là j'ai fait le travail, j'ai déjà remplacé tout ça, et à la fin, moi, comme je disais, je veux faire un appel HTTP, récupérer mon fichier user.json ou une API qui me retourne du JSON, et derrière faire un apply dans mon app. Tiens, je te donne mon app et démerde-toi pour trouver tout ça. Bah go. J'ai une fonction apply, je peux la coder, non? Qu'est-ce que j'ai besoin? Du app, donc de l'élément dans lequel je vais vouloir, enfin l'arbre d'homme dans lequel je vais vouloir injecter mes données, et les données. Donc, je viens de passer en QWERTY, donc le live coding, il ne va pas être évident. Du coup, j'ai préparé des snippets, donc je ne vais pas live coder exactement, mais je vais découper au fur et à mesure la réflexion. Donc vous avez vu, j'ai pas fait vue.bind comme en Vue.js, j'ai pas mis des crochets comme en Angular, on n'est pas en JSX, donc c'est pas du React. Nous, on est parti sur un zen-bind, parce qu'on est chez Zenica et on met des Z partout. Et comme on est des gros fainéants en développement, même écrire Z-bind, ça me fait chier, du coup j'ai créé un sucre syntaxique où si je mets juste 2 points devant l'attribut que je veux binder, ça va marcher. Donc j'ai créé mes 2 petites variables, j'ai fait la petite regex qui dit l'un ou l'autre, et je vais commencer par récupérer tous les éléments de mon DOM, tout simplement. Là on est en bourrin, on est en mode POC, on veut aller vite, je ne suis pas sur de la performance, je veux juste prouver que mon truc marche, et après on verra si déjà le client est content, on arrive à faire des thunes avec et qu'il faut l'industrialiser. Et du coup, bah, une fois que j'ai tous mes éléments, bah, je vais les parcourir. Un for each, pour l'instant, tout va bien. Une fois que j'ai chaque élément, bah, je vais regarder chacun de ses attributs. Donc je vais parcourir tous les attributs. J'adore coder comme ça. Donc je fais un object.value de mon élément, comme ça je récupère sur attributes, qui est une propriété du DOM, où je vais avoir la liste de tous les attributs, et je vais faire un for each. Pour l'instant, rien de transcendant hein, en JS. Et bah, je vais aller récupérer, enfin vérifier que l'attribut, il y a mon z-bind ou mon 2 points dedans, et s'il y est, bah, je vais prendre la valeur de mon state et je vais le mettre dedans. Donc je vais réassigner l'attribut. Et du coup, ça va ressembler à ça. Donc mon attribut regex qui est juste au-dessus. Si jamais dans le local name c'est le nom de l'attribut qui est utilisé, c'est pareil, c'est du vanilla. S'il match, et ben, du coup, je vais juste faire un replace pour virer le z-bind ou les 2 points. Comme ça, j'aurai le vrai nom de l'attribut sur lequel je veux me binder, typiquement src ou un alt ou un title ou autre. Du coup, je vais récupérer juste le nom et je vais faire sur mon élément cet attribut de mon état, point, le attribut de la value. Donc si j'écris z-bind 2 points, je veux avatar URL, bah, il va aller chercher dans mon state la clé avatar URL et il va assigner l'attribut. Voilà, j'ai fait un binding. Donc, si je vous remonte la page qui était bindée tout à l'heure, forcément, j'ai pas fait les moustaches pour l'instant, j'ai juste fait les bindings, donc sur les values d'un input, sur l'image de mon avatar. J'aurais dû vous le montrer avant que ça marchait pas, mais croyez-moi, ça marchait pas. En fait, je peux le faire. Non, il faut que je vise jusqu'à l'intérieur. Voilà. Tout est vide, l'image elle est cassée, vu que forcément il ne sait pas quoi mettre dedans. Et du coup, si je remets, hop, bim, ça a bindé. Du coup, j'ai fait un binding. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'Angular ou de Vue ou de React ou de Svelte ou de n'importe quel framework, Inferno, pour faire ça? Quelques lignes de code. On est à 15 lignes de code. 15 lignes. Ouais, parce que je parle beaucoup, mais... À 15 lignes, pardon, j'ai 15 minutes. Non, 15. Hop. Du coup, là, on a vu que très rapidement, ben, je peux remettre en plein écran, ça va aller vite. Notre binding, ça a été vite. Si on part sur la partie templating, on se dit, bah, faut espérer que ce soit la même chose. Je ne vais pas m'amuser à me remettre un framework parce que j'ai besoin de templating. Je me suis dit, bah voilà, Nathan, il a quand même bien bossé, il a bien avancé. J'ai un templating, bon, on va le faire.
Du coup, on est développeur, on est fainéant, on va vouloir réutiliser une fonction qu'a fait Nathan. Donc là, Nathan, il a déjà récupéré mes children. C'est intéressant. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de récupérer... Tac, 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 j'ai besoin de ça. Il y a une anti-sèche. Ouais, on ne sait jamais. Je vais avoir besoin de récupérer sur mes éléments leurs valeurs. Donc là, si je me mets dans mon flat children, on a nos éléments sur lesquels on a... Donc les éléments, pour savoir, c'est vraiment chaque élément JavaScript. Il me reste 20 minutes, ça va le faire. Ce que je vais faire, c'est que sur mes éléments, je vais aller récupérer ce qu'on appelle les child nodes. Chaque élément du node, du DOM. Ça récupère un tableau, et dedans, on aura des enfants sur lesquels je fais n'importe quoi, je vais trop vite. Donc là, en fait, ouais, il va parcourir tous les enfants d'un élément pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est pas un attribut, c'est pas un élément, c'est un élément texte qui n'est pas un élément en tant que tel, qui est le texte qui est à l'intérieur. Du coup, là, si je reprends mon HTML, les éléments, si je vais tout en haut, ça va être un H2, une div et potentiellement d'autres éléments. Ce que je vais vouloir faire, c'est savoir si cette div que je récupère, c'est du texte, parce qu'on va pouvoir avoir des images, des paragraphes, et tout ça. Donc, on va pouvoir faire un petit if si mon enfant, c'est une instance. Je vais y arriver. Instance of. C'est bien les snippets. Hein. J'ai voulu le faire, je vais y arriver. Un texte, c'est-à-dire que je suis sur un élément. Sur pas une div, c'est pas un P, c'est du texte. Mon enfant, je vais pouvoir récupérer une clé qui s'appelle le node value. Le node value, ça va être la valeur du texte contenu dans ma div. Clairement, si jamais je vais dans mon HTML, ça va être ici mon first name, mon last name. Une fois que j'ai ma node value, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la stocker dans une petite variable. Et ce que je veux, là, c'est que je vais avoir un format texte qui va contenir des brackets. Je vais devoir essayer de les sortir. Je ne vais pas m'amuser à vous coder une super regex pour sortir, parce que j'ai aussi des snippets. Je ne vais pas m'amuser à sortir via une regex pour dire « prends-moi tous les éléments qui sont entre des brackets et sors-moi ça et tout ». Il n'y a aucun intérêt, c'est du simple JavaScript. Et là, ce que je veux, c'est récupérer ces brackets. Donc, constante bracket. En gros, ce qu'il fait, c'est juste que dans le champ texte, il pourrait y en avoir deux. Il pourrait y avoir des brackets ouvrantes, des brackets fermantes, des brackets ouvrantes, des brackets fermantes. Du coup, il va juste exécuter sur plusieurs et stocker ça dans un tableau pour avoir tous les brackets qui doivent changer dans le même texte. C'est ça que la petite fonction qu'il a écrit fait. Donc là, plus tard. Comme vous dit Nathan, j'ai mon ensemble de brackets. Donc je sais que dans mon string, j'ai deux éléments. Je vais les récupérer. Je vais avoir des brackets sans S, on va faire. Et ce que je vais vouloir, c'est que dans mon texte, que j'ai juste au-dessus, je vais lui dire, tu vas récupérer tous les éléments qui sont dans ce bracket. Donc mon bracket, on a un objet qui a des full match. Donc ça va être la clé, par exemple, chevron, chevron, first name. Les trucs. Et je vais dire, tu me les remplaces par, dans mon state, la valeur de mon bracket, point, la clé. Donc la clé, c'est first underscore name. Ça va juste virer en fait les brackets. Et là, on n'oublie pas de faire mon child, donc ma truc, point node value, et venir lui souhaiter la valeur du texte qu'on a. Et là, j'ai confiance. Ça marche. Donc juste avant, ici, on avait les brackets. Automatiquement, je suis venu remplacer les éléments par la valeur. Donc là, on a quelque chose de sympa, on a un super truc, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'automatiquement, quand je viens modifier la valeur JavaScript de mon back, parce qu'en JavaScript, côté front, on aime bien pas rappeler à chaque fois le back, on aimerait que quand on a fait une action, on modifie notre template, que ça se mette à jour. Là, on a fait un binding one shot, on a récupéré le JSON, on l'a appliqué, mais comme on a enlevé les brackets, la prochaine fois, si on modifie l'objet qu'on a récupéré, ça ne va pas modifier dynamiquement la page. Et on aimerait bien faire ça. Pour pas devoir le faire à chaque fois. Tout à l'heure, un super truc qui s'appelait les proxys, qui permettait de se plugger sur un objet et de pouvoir l'écouter et pouvoir détecter les appels au getter ou au setter. On va l'utiliser. Là, je vais définir une variable state2 qui sera égale en fait à mon proxy de mon state. Et en fait, à chaque fois que je vais venir modifier cette variable state2, je vais passer dans mon proxy et je vais repasser dans mon setter.
Du coup, je vais être capable de me dire « Ah, mais là, mon state a été changé ». Je prends la fonction apply qu'on a appelée une seule fois, je la mets dans mon setter, j'ai ma variable state 2. Si je viens ici, j'ai bien ma valeur state 2. Tac, je vais crosser quand même. On voit bien que j'ai accès à les données. Si je me mets là à droite sur l'âge de la personne, .âge, je fais égal, je fais une valeur. Automatiquement, on va voir que celle-ci a été répliquée dans le z-bind de Nathan, mais il n'a pas été modifié de mon côté. Petite subtilité. En fait, on n'est pas capable là de savoir que actuellement j'avais dans ce champ-là des brackets, donc j'ai besoin de garder cet état. Parce que moi, dans mes noms d'attributs, j'enlevais le z et j'appliquais cet attribut-là. Mais je ne perdais pas mon z-bind, il était toujours présent. Donc si je rapplique apply, ça marchera toujours. Lui, il a enlevé les brackets et il a mis le texte à la place. Du coup, la deuxième fois, il n'a plus les brackets. Donc il ne sait plus ce qu'il doit changer. Donc là, du coup, il va juste stocker en mémoire. Je vais vérifier qu'en fait, j'ai pas de valeur initiale. Donc en fait, on est sur un nœud HTML, un nœud qu'on a en JS, et je vais être capable de venir stocker une valeur dedans. Donc je vais faire si je l'ai pas. Il change à la volée un nœud JS dans le DOM, parce qu'en JS, on peut tout faire, donc il a rajouté un attribut sur un truc du DOM. C'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Tac. Mais il le fait. On peut tout faire en JavaScript. Je fais une erreur. Donc là, je stocke ma valeur initiale, et je vais dire qu'en fait, mon texte, c'est plus mon non-value, mais c'est ma valeur initiale. Comme ça, je vais garder en mémoire cette valeur-là. Et si je reviens ici, là, j'ai toujours 39. Je fais mon state 2. .âge, raté. 2. Je vais y arriver. Et ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, state 2, bien vu. Bam. Je modifie. Voilà. Tac. Et donc à chaque fois, ça va venir remodifier aux endroits où on a besoin de notre valeur. Donc là, on a fait tout un binding, tout un templating. On a plus ou moins un framework light, pas light. Et c'est bien. Ça peut déjà nous débloquer pour 2-3 mois de développement. On peut faire des écrans, on peut faire des interactions, on peut tester tout l'UX, tout l'UI de notre application. Et on n'a toujours pas besoin de framework, donc c'est cool. C'est que du code vanilla. Il n'est pas beau, mais il marche. On peut le jeter, on peut le refacto, on peut faire ce qu'on veut. On pourrait même faire des tests 13 minutes. Je vais juste vous montrer. On avait après la partie routeur, donc je ne vais pas vous la coder, mais très rapidement, si on veut un routeur, c'est super simple. Là, j'ai plus mon code qui est là. J'ai juste mis une navigation au-dessus. Une div HTML qui va être le point d'entrée dans lequel on va venir mettre notre routeur, comme dans la plupart des frameworks. Et côté JS, si je vais aller voir à quoi ça ressemble, c'est pareil, c'est une dizaine de lignes de code en fait. On va pouvoir avoir du lazy loading très facilement, aller récupérer une page HTML, la transcrire, la reparser avec notre fonction apply et l'afficher dans notre DOM. Tout ça très rapidement en JavaScript. Et au niveau rendu, hop, si je vais sur la partie 4, live server, on voit que là, tout simplement, ça fait la même chose. Et tout ça, ça tient en grand max 30 lignes de code. On a du binding, du templating et un routing. Bon, c'est un routing sur un hash parce qu'on n'a pas le serveur qui est configuré derrière. On l'a fait de façon très facile. Mais en vrai, sur les frameworks, au début, on commence toujours avec un routing par hash avant de configurer. Donc, pour l'instant, on est toujours pareil. Donc, c'est des choses qu'on a fait assez facilement, très rapidement. Et du coup, on peut se poser la question maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue à faire mon super framework maintenant? Potentiellement, quand on va commencer à partir sur un truc maison comme ça, très rapidement, on va arriver à des points de complexité. Là, on voit que c'est des choses qui tiennent en 30 lignes de code. Moi, si là, je commence à avoir besoin d'un state management, d'utiliser du Redux ou des trucs comme ça, dans mon application, si je veux le recoder moi-même, je ne vais pas le faire. Clairement, on va commencer à avoir beaucoup de lignes de code et il n'y a aucun intérêt. Par contre, on arrive à des points de complexité. Des points de complexité qui pourront potentiellement nous aider à choisir un framework. On peut dire, là, j'ai ce problème-là. Peut-être que ce framework-là, je pense qu'il va plus facilement répondre à mon problème. Je sais que j'ai un business, je l'ai validé, j'ai fait mon interface, elle est validée, j'ai des clients qui veulent l'acheter, je me suis rendu compte que ce qu'ils voulaient, c'était un dashboard avec 3000 lignes, avec 3000 informations par ligne, parce que je suis trader en fait, et que ça change toutes les 4 millisecondes, donc mon back est fait en WebSocket, donc il va mettre à jour ultra rapidement, donc ma fonction apply, là ça va commencer à toucher les limites. Et du coup, est-ce que ça ne serait pas plutôt un virtual DOM que j'ai besoin pour changer uniquement la valeur, parce qu'il n'y a qu'une valeur qui change sur mon truc, plutôt qu'un tree checking sur Angular? C'est des billes qui, en tout cas, peuvent vous donner un feeling sur qu'est-ce que vous avez besoin. Il parlait de state management, pareil, j'ai des WebSockets, c'est du flux. Est-ce que ça ne serait pas cool d'avoir une action utilisateur, récupérer la même action, plutôt qu'un stream RX? C'est des idées qui peuvent, en tout cas, vous donner une piste sur quel framework vous voulez avoir. Et en plus, vous commencez à avoir du budget, vous commencez à avoir vraiment... Donc vous allez stuffer votre équipe, vous allez savoir qu'est-ce qui vous coûte le plus en termes de recrutement, quelles ressources vous avez déjà. En tout cas, vous commencez à avoir des billes pour choisir votre framework.
Du coup, comme je disais, on a vraiment là l'arrivée d'une expression de besoin. Donc là, on connaît nos besoins et donc on pourra potentiellement choisir. Est-ce qu'on peut choisir maintenant? Ben là, on peut se dire, oui, on a fait du code JavaScript Vanilla. Pour faire de la migration, c'est super facile. On a une petite démo rapide, mais on ne vous la fera pas aujourd'hui, mais où on peut facilement migrer le code qu'on a fait là pour partir sur du Vue. Ce n'est pas l'intérêt là. Ce qui est l'intérêt de connaître, c'est que là, on a des fonctions qui sont purement en JavaScript. Vous pouvez prendre, les copier, les coller dans n'importe quel framework, ça marchera. Si votre code, vous l'avez bien fait, en plus, vous avez commencé à découper votre métier dans des services. Du coup, vos services sont réutilisables dans le Vue. Là, on a fait un Z-bind, c'est facile. En plus, c'est V-bind. Vous changez vos Z en V. Vous faites un apply, c'est app, je crois, en Vue. Vous donnez le state et ça fait tout pareil. Une phrase que Nathan m'a dit un jour, c'est de tomber amoureux de ses problèmes et pas de ses solutions. On va choisir un framework parce qu'on est face à un problème et pas parce que ce framework, je l'adore et qu'il est cool. Très bonne phrase à retenir, à noter. Ça vient pas de moi. On l'a entendu quelque part. Mais je sais plus de qui ça vient. Et le fait, en fait, d'avoir tardé à, entre guillemets, à tomber face à des problèmes pour choisir son framework, c'est beaucoup mieux que d'aller très vite sur un projet où on dit, bah voilà, moi je commence mon projet, je pars sur un framework spécifique. Et difficilement, on va arriver à avoir des problèmes, donc je vais prendre mon framework, je vais rajouter une librairie dessus, je vais rajouter telle autre librairie. Ah, mon framework, il va être vraiment trop bien, il fait vraiment tout, il fait même le café le matin quand on arrive. On a vraiment un framework qui fait vraiment tout. Sauf qu'arrivé au bout d'un moment, ben, mon framework qui fait tout, ben, potentiellement, on va avoir un framework qui va faire tout et tout n'importe quoi. Donc on va perdre parfois la côté performance qu'on a dans notre framework parce qu'on a un peu modifié des trucs, on va perdre tous les concepts et ça va amener à des problèmes. Donc c'est une très mauvaise idée, parce que le fait de prendre un framework dès le début, de le pimper, ben on va arriver à des problèmes au niveau de... On va perdre l'update. Donc là, par exemple, si on est sur un projet Angular qu'on a trop modifié, on veut update la version, ben très difficilement on va galérer à faire le ng update parce que notre framework a été modifié par-ci, par-là, et que ben, la version Angular ne le gère pas. Donc on a 10 librairies qui, elles, ont besoin de Angular 7 et pas du 8, et du coup, il faut relever toutes les dépendances. C'est pas une bonne idée. Ça, c'est des problèmes qu'on a tous les jours et que parce qu'on a fait un mauvais choix ou parce qu'on a été trop dans le code source du framework, on est vraiment face à des problèmes. Une autre chose qu'on va perdre, c'est la communauté. Parce que si on n'a pas suivi les concepts d'un framework, ce que le framework conseille, on va perdre notre temps sur Stack Overflow à poser des questions, à dire bah, moi j'ai fait ça dans Angular parce que j'avais ce besoin-là. Les gens vont vous dire bah, il ne fallait pas prendre ce framework-là ou c'est pas ce que Angular vous propose de faire. Donc c'est pas forcément une bonne idée. On va perdre les concepts. Et un autre problème qu'on va avoir, c'est qu'on va perdre la connaissance. C'est-à-dire que là, je suis en entreprise, je fais un framework by mon entreprise, donc un Angular un peu à ma façon. Mais derrière, le jour où je vais vouloir recruter de nouvelles personnes, ben, on va leur vendre notre projet, on va dire là, on fait du Angular, mais c'est pas vraiment du Angular, on a un code un peu bizarre, mais t'inquiète, ça va aller. Les gens ne viendront pas. Et en plus de ça, le jour où les sachants de votre projet que vous avez fait avec votre framework maison partent, ben, vous perdez la connaissance. Vous allez devoir reformer des gens sur les concepts que vous avez créés vous en propre en interne, et vous allez avoir du mal. C'est là le problème, c'est que là, maintenant que vous avez mis un framework, vous avez foutu votre merde, et que vous voulez partir parce que c'est la merde, bah vous êtes rendu indispensable, et du coup vous allez galérer à partir, parce qu'il va falloir les 3 mois de préavis pour pouvoir faire le transfert de co, et vous allez galérer à faire le transfert de co parce que les concepts ils sont un peu bancals, ou même s'ils sont bien faits, bien documentés, bah faut quand même faire monter en compétence les équipes, et c'est pas évident. En tout cas, c'est pas une partie la plus cool. Donc maintenant qu'on a bien compris nos problématiques, qu'on a bien compris nos trucs, qu'on a du JS, qu'on maîtrise notre JS, qu'on trouve ça cool de faire notre code, parce qu'on a nos beaux codes qui est bien découpés et tout, bah en vrai c'est trop cool. Du coup, moi j'aime bien travailler comme ça, essayer de retarder au plus possible pour m'amuser. Si on a d'autres problématiques que le binding et le templating, on aurait pu parler de la boucle for, parce que c'est vrai qu'on veut vite itérer sur un tableau, une boucle if, mais vous comprenez bien avec le code qu'on vous a montré que c'est pas compliqué à faire. Il suffit de rajouter un if, si le zbind c'est un if, bah, je fais un autre truc, et on arrive vite à débloquer nos problématiques et de gagner quelques mois pour prendre nos décisions. L'idée, c'est pas du tout de créer un framework, c'est juste de se débloquer de situations pour essayer de gagner du temps pour choisir un framework, pour avoir nos problématiques. Donc on ne vous dit pas de faire votre framework. Le code qu'on a écrit là, je ne sais pas s'il est en ligne. Il est en ligne, faut pas l'utiliser. Bah, l'utilisez pas, c'est pas une solution, faut pas mettre ça sur votre projet. Par contre, si jamais vous avez une petite problématique, bah, essayez de réfléchir à une petite solution plutôt qu'une grosse mitraillette de guerre. Tout ça pour dire que le JS, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que vous aimez tout ça, nous les premiers. Always trust on JS. Phrase de Brendan Hitch, créateur du JS. Mais il faut le comprendre, il faut le maîtriser. On est développeur, il faut connaître nos patterns, nos design patterns, il faut trouver des solutions, il faut bien découper son code pour pouvoir le faire évoluer, il faut le tester, il faut faire des bonnes choses.
Donc prenez les bonnes décisions au bon moment. Donc on disait tout le monde pense savoir utiliser Angular, React, Vue.js, mais savez-vous utiliser JavaScript? C'est connaissons-nous vraiment JavaScript? Savons-nous vraiment utiliser JavaScript? Pourquoi est-ce qu'on prend des décisions trop tôt? Donc merci à tous. On a juste mis quelques liens, les exemples de code un petit peu farfelus au début. Ça vient du test de David Sharif, qui est très intéressant. Faites-le, c'est un petit QCM. Il y a plein de cas. Vous verrez qu'en fait, vous ne connaissez pas JavaScript. Je ne connais pas JavaScript. Thierry Chartel, une conférence qui explique les basiques du JavaScript depuis toujours, en 4 heures sur une Devox. Enfin voilà, on vous a mis plein de liens. N'hésitez pas à regarder. Et une fois de plus, merci à tous. Merci. On a encore 5 minutes si jamais vous avez des questions. Des questions, des... Pas de questions. On a été super clair. Si, il y a une question. Bonjour. Du coup, vous parlez du JavaScript effectivement comme un moyen de gagner beaucoup de temps en développement avant de choisir un framework. Pour vous aujourd'hui, malgré tout, on est obligé de passer par un framework au bout d'un certain temps pour gagner en je sais pas quoi, en scalabilité. Pas forcément, justement, comme on disait, si on rencontre une problématique et qu'elle est trop complexe pour qu'on la solutionne nous-mêmes ou qu'on est en train de réinventer la roue et qu'il y a des solutions qui ont déjà été éprouvées, qui font ce qu'on a besoin de faire, on peut prendre juste une librairie ou un framework, on peut commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on a besoin de faire ou est-ce que notre code, en fait, qu'on a écrit en Vanilla, il faut peut-être pas juste le refacto un peu parce qu'il est cracra, parce qu'on a voulu aller vite, mais en fait, le concept, il est assez simple. Souvent, on prend l'exemple du routing. Le routing, c'est quelque chose de ultra complexe à faire. Il y a beaucoup de cas à gérer, il y a beaucoup de failles de sécurité, les routeurs sont très complexes. Mais nous, on n'a pas tous les cas à gérer. Si ça tombe, nous, notre cas, il est ultra simple, on a 2 routes et c'est tout. Est-ce que j'ai besoin de prendre la grosse mitraillette, la grosse arme de guerre de routeur, ou est-ce que moi, je ne peux pas faire mon petit routeur simple et il n'y a pas de faille de sécu, ou en tout cas, je les maîtrise, et si je ne les maîtrise pas, ok, j'en prends un. Mais non, on n'est pas obligé de forcément partir sur un framework. C'est une mode aujourd'hui de partir sur des frameworks, mais moi, je suis pas persuadé je suis persuadé d'ailleurs que la moitié des applications qu'on a aujourd'hui, elles pourraient être faites en Vanilla et elles auraient été bien plus rapides et maintenables. On parlait, Aurélien disait, si j'ai fait mon CV en React, c'est cool. C'est une page statique, tu as utilisé React. Demain, tu dois le faire évoluer parce que tu as 2 pages à rajouter. React, tu ne l'as pas mis à jour ton CV depuis 4 ans, du coup on n'est plus en 0.13, on est passé en 15 points. Tu vas galérer à le mettre à jour déjà, et puis tu n'as pas envie de faire ça en fait. Tu vois. D'autres questions? On voit rien en fait. Ouais. Pas de questions. Là-bas au fond. Eh bien merci à tous. T'as 2 questions encore. Ah pardon. Ah. Non mais elle allait être nulle. Ça Au centre, Nicolas? Je prends celle au centre, après je prends celle-là. Bonjour, merci beaucoup déjà pour la présentation. Merci. Mais du coup, vous dites utilisez pas React parce que ça se trouve dans 3 ans ce sera pas du tout pareil et ce sera une galère à migrer. Est-ce qu'il va pas peut-être se passer la même chose avec JS? JS est pas du tout la même chose qu'il était il y a 3 ans. C'est vrai, sauf que JS, il n'y aura jamais de breaking change. C'est d'ailleurs beaucoup aussi de ça comme un problème parce qu'il y a des aberrations dans le JS mais qu'elles seront juste jamais corrigées, par volonté. J'ai entendu dans les couloirs que is not a number est un number. C'est une issue qui avait été levée sur JS. Il y a eu les réponses et le mec a dit non, on ne peut pas corriger. Il y a beaucoup trop de gens qui ont créé du code sur ça pour le corriger, sinon ça pèterait des sites, donc on sera toujours rétrocompatible. Donc pour le coup, le code aurait pu être écrit plus facilement ou mieux, ou des concepts auraient pu être plus propres, mais en tout cas ça marche. Alors qu'en React, c'est pas forcément vrai. Si tu veux passer de la 0.13 à 0.15, il y a beaucoup de breaking change. Et si ton application, c'est vrai si jamais tu la touches pas pendant 5 ans. Mais en vrai, tu l'as fait évoluer pendant 5 ans. Et il faut que tu te forces au fil de l'eau à essayer de faire l'immigration au jour le jour, le plus souvent possible. Si tu l'as pas fait évoluer pendant 5 ans et que tu as une évolution à faire, regarde si tu ne peux pas la faire dans la version dans laquelle tu es, avant de faire une migration qui va te prendre 6 mois pour réussir à le faire. Je ne sais pas si ça répond à la question, c'était un petit peu... Et dernière question. Bonjour, merci pour la présentation, je suis là. On voit plus rien, nous. Pour vous. Ah là-bas. Est-ce que votre conseil est le même pour TypeScript
par exemple? Est-ce que passer à TypeScript peut être fait après, ou est-ce que du coup vous changeriez votre conseil en vous disant finalement il vaut peut-être mieux partir TypeScript, pour moi, c'est pas du tout la même problématique parce que TypeScript est un typage, enfin, va te rapporter un typage. Donc, il n'y a pas forcément de concurrent à TypeScript aujourd'hui. Enfin, il y a eu Flow, il y a eu des choses comme ça, mais c'est un typage. Et est-ce que tu veux du typage? C'est pas est-ce que tu veux React ou est-ce que tu veux Angular? Est-ce que tu veux choisir du Virtual DOM? C'est est-ce que tu veux du typage? Et si tu sais l'avantage que pourrait te donner le typage dans ton application, prends-le, mais prends-le si tu maîtrises TypeScript, parce que TypeScript c'est aussi super complexe. C'est un typage sur du JavaScript, donc il y a toujours des subtilités. C'est pas parce que tu sais faire du typage en Java qu'en TypeScript ça t'aidera. Si tu sais pas la différence entre un Ever, un Unknow, un Flavor, des choses comme ça, pas sûr que ça t'aide des masses, à part le fait de rajouter de la documentation dans ton code et que tu saches les types que tu manipules, mais tu vas vite pouvoir faire des bêtises aussi avec TypeScript. Donc c'est plus, est-ce que tu as besoin de typage, est-ce que tu comprends le typage de TypeScript, que tu vas vouloir le mettre en place. Je ne sais pas pareil, si ça répond à la question, mais pour moi, c'est deux choses totalement différentes, le choix d'un framework et le choix du typage en JavaScript. Merci. Merci.